tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Harven Show, votre podcast qui vous parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu salé. Je suis en compagnie de Aries, le roi du seum en somme. Ouais. En plus, il vient de se réveiller, il a la tête dans le ul, il a les marques de l'oreiller. Il boit un café. C'est important le café. Hein. Référence Night of Champion. Aujourd'hui, on va vous parler de deux sujets. Alors, un sujet assez d'actualité et un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui est assez important. On va d'abord vous parler de l'état des titres, en fait, parce que les titres aujourd'hui, et depuis quelques années même, c'est un peu n'importe quoi parce qu'ils se ressemblent quasiment tous. Ouais. Et on fera une transition avec la division féminine qui va mal, qui va mieux qu'il y a quelques années, soyons clairs, qui va mieux que pendant le temps des divas, mais qui est quand même pas folle et pas aussi bien considérée que la division masculine. Non, il y a clairement un problème, pas de représentation, tu vois, mais il y a un problème d'équité dans la représentation et peut-être ne serait-ce que dans la considération, où ça concerne peut-être pas toute la division féminine non plus, mais ouais, on en parlera après. Non, mais ça, de toute façon, voilà, la division féminine comme la division masculine, il y a les chouchous, il y a les gens qui reviennent régulièrement, et j'ai envie de te dire que le fait que on parle des titres avant n'est pas anodin, parce que même les titres féminins, il y en a 2, les titres masculins, il y en a 4, voire 5, plus les titres par équipe, 5. Ouais. Voilà, donc 5 contre 2, vous avez vite fait le calcul. Oui, 5 contre 3, oui. Parce qu'il y a des titres par équipe féminin, on les oublie un petit peu trop. Exactement. Qui vont être fusionnés en plus. Mais voilà, donc parlons des titres. Alors, je sais pas depuis quand vous avez commencé à regarder le catch, mais si vous avez commencé à regarder le catch aux alentours de 2015-2016, je pense, en fait, à partir de la rivalité The Rock Cena, au final, Oui. où ils ont commencé à instaurer la ceinture WWE, que moi, franchement, la première version, beaucoup ont craché dessus, moi je l'ai beaucoup aimé. Je la trouvais vachement classe. Mais moi je l'aimais bien aussi. Ouais, je le trouvais vachement classe. Juste le W là. En plus, tu sais, en vieille écriture, tu sais, avec l'écriture W un petit peu sale, un petit peu avec des vecteurs qui étaient vachement cool. Mais on va dire qu'ils ont un petit peu trop assisté sur ce logo et qu'ils aimaient beaucoup ce logo. Parce qu'après, on a eu quoi ? On a eu le titre de Raw qui était avec le W, puis on a eu le titre de SmackDown qui fut avec le W, et du coup, ils se sont tous ressemblés, et quand sont arrivés les titres majeurs féminins, donc plus les titres des divas, j'ai envie de te dire que le titre des divas était au moins un petit peu plus original que le titre féminin, parce que au moins il ressemblait pas au titre masculin. Non, maintenant, c'est du copier-coller. Non, maintenant il y a des WWE, oui. Il y a des W partout. Et Au moins on sait où on est. Hein. Non, ça, c'est clair. Mais surtout, c'est juste des couleurs qui changent. Enfin, c'est des couleurs qui changeaient. Parce que justement, on avait les titres de Raw qui étaient rouges, le titre de SmackDown qui était bleu, en tout cas chez les garçons. Voilà, donc maintenant en fait tu préférais la ceinture selon la couleur qui t'allait le mieux, quoi. Voilà. Alors que le noir était... Le titre féminin de SmackDown était blanc. Était blanc avec intérieur bleu, et le titre féminin de Raw était blanc avec intérieur rouge. Ouais, c'est ça. Et maintenant tout est doré. Oui, c'est vrai, ouais. Et je comprends pas, honnêtement, je comprends pas pourquoi le doré. J'ai une théorie, est-ce que tu veux l'entendre ? Bien sûr. Tu te rappelles Non, j'ai pas envie, on est dans un podcast, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Est-ce que tu te rappelles de la Black and Gold era de NXT ? Oui. Que Vince McMahon a transformé en Colorful era. Faut pas parler des choses qui fâchent. Non, mais tu vois le moment où on est passé de NXT Black and Gold à NXT 2.0, où on a gagné en couleur, machin, où ça ressemblait un peu à un show pour enfants, le logo, faut dire ce qui est. Est-ce que Triple H est pas en train de se venger en changeant tous les titres colorés et en les mettant en doré ? En tout cas, c'est pas très bien fait, hein. C'est moche. Parce que tu vois, en plus, le truc qui moi me déçoit vachement, c'est que du coup on t'annonce une nouvelle ceinture. Et elles se ressemblent toutes. Mais en fait, on t'annonce pas une nouvelle ceinture, on t'annonce une nouvelle couleur pour la ceinture. Je suis un peu langue de bois en vrai. C'est vrai que, en fait, c'est vrai qu'au moins il y a eu une originalité, et c'est la nouvelle ceinture World Heavyweight Champion, voilà, qui est un peu différente et qui reprend un petit peu la gold de la design de la World Heavyweight Champion. Mais du coup, ancienne. le titre féminin, on va lui donner un nouveau design.
la même, mais en blanc. Pourquoi pas? Et même le nouveau titre de Roman Reigns, je le trouve, mais... Il est pas beau, hein. En fait, je pense Après, maintenant, il a 3 titres et il est content, hein. Mais je pense qu'ils se sont aperçus que c'était une connerie. Oui. Parce qu'à mon avis, le plan, c'était quand même de reléguer les ceintures au dépôt, tu vois. Et dire à Roman Reigns, vas-y, tu ranges tes ceintures maintenant. Sauf qu'en fait, je pense qu'ils se sont rendus compte d'à quel point il manquait... je vais pas dire de charisme, parce que Roman Reigns ne manque pas de charisme. Non, mais en fait... ça manquait de cachet. On a tellement l'habitude de le voir avec les deux ceintures, et puis il a toute cette symbolique, cette iconographie avec ses ceintures, les deux ceintures levées. Ça fait tellement dominant, en fait, d'avoir ces deux ceintures que maintenant, quand il va les lever, il aura les deux ceintures dans la main, plus la ceinture ultime, en gros, au niveau de Il avait récupéré... la hanche, je crois. Est-ce que, attends, son deuxième titre, il a récupéré sur Brock Lesnar, non? Bien sûr. Oui, donc en plus, voilà, tu vois, cette symbolique où l'autre ceinture, la nouvelle ceinture qu'il a gagnée, il a eu du mal à le lever, mais il a levé quand même, tu vois. Oui, parce que oui, c'était blessé à l'épaule. Donc, mais mine de rien, tu vois, c'est un petit détail, mais c'est tellement important, c'est beau, quoi, comme geste. L'histoire ça montre l'importance des titres. De la conquête de Roman Reigns de ces ceintures-là, en fait, c'est vraiment tout le principe de je suis dominant, j'ai toutes les ceintures les plus importantes, en gros, à ses yeux, en tout cas. Voilà. Et je les expose fièrement, et c'est ça qui fait de moi le chef tribal. Donc, en fait, si tu les retires les ceintures, tu retires un peu de la mystique de son personnage, du charme de son personnage, plutôt. Moi, je te cache pas, je pense que quand ils ont présenté la ceinture, il était en mode, elle est chum, mais bon, c'est l'entreprise, donc je suis obligé. Je vais le faire parce qu'il faut le faire, mais laissez-moi les deux autres que je ressemble à quelque chose quand j'arrive, quoi. Surtout qu'on s'y était fait. Et puis même, carrément. En vrai, le problème, tu vois, il n'y a pas seulement aux ceintures basiques, tu vois, mais ça vient aussi aux ceintures exceptionnelles, aux ceintures hors série, on va dire. Et je pense notamment, je pense que toi aussi, à celle du Find. On s'attendait à un truc de malade mental, et on a eu un jouet pour enfants, littéralement, qui fait un peu peur, parce que c'est moche. En vrai, je m'étais habitué à la ceinture universelle, et je m'étais habitué à la ceinture de SmackDown, et juste les couleurs, moi, ça m'allait très bien. Oui. Ça faisait des champions identifiables. Tu savais qui était où, et même quand il y avait les conneries de leur draft là, où un tel pouvait aller là-bas, un tel pouvait aller là-bas. Mais c'est ce qui a un peu tout niqué aussi, parce qu'on s'est retrouvé avec des ceintures en trop, au final. Parce que même les titres par équipe, ils sont rouges et bleus, et c'est très bien, tu vois. La ceinture intercontinentale, elle est noire, c'est la nouvelle présentation là, de Nakamura, quand Nakamura était champion. Elle est très bien. Oui, honnêtement, je préférais la blanche. C'est Cody Rhodes qui l'avait introduite, celle-là. Ouais, mais oui, mais je vais pas donner tous les torts à Cody Rhodes. Non, mais elle est... Non, mais j'avoue qu'en fait, je l'aimais bien parce qu'elle avait une sorte de sobriété, de pureté. Moi, j'étais juste en train de flex parce que je m'en rappelais, en fait. Ouais. Mais... Bravo. Non, mais sans recherche. Non, mais c'est bien joué. Je crois que c'était le dashing Cody Rhodes. Carmelo Hayes, quelle ville? Hein? Carmelo Hayes, Boston, Massachusetts. Bien sûr. Non, mais ouais, en fait, j'aimais beaucoup la pureté et la simplicité en fait qui ressortait de cette ceinture, et surtout le fait qu'elle se différenciait au final des titres les titres majeurs et des autres titres, parce qu'elle était blanche. C'est ça. Et après j'aime bien aussi le nouveau format, même s'il y en a beaucoup qui ont craché dessus. Mais comme à chaque fois qu'on présente avec Nakamura, parce que je trouve qu'elle a un petit côté emblème japonais, tu vois. Ah ouais? Ouais, je trouve, je sais pas, la première fois que je l'ai vu, ça m'a... Je l'ai pas assez en tête pour te dire ça, et je pense que ça va me permettre d'enchaîner sur un autre point. Mais dans sa forme, c'est vrai que, pareil, elle reste différente des autres titres. Mais les autres titres sont tellement pas mis en avant que finalement, dans ma tête, je ne vois que les formats des titres majeurs. C'est ça. Et en fait, je pense que le problème de la représentation, il vient aussi de là, c'est que maintenant, on a des champions interchangeables. C'est-à-dire que les titres ressemblent tellement aux autres titres qu'au final tu me dirais ouais mais regarde la ceinture de Roman Reigns c'est pas la même que la ceinture du Intercontinental ou des États-Unis. Je te dirais ah bon, j'ai pas assez des autres titres en tête, tu vois. Moi tu me dis tous les titres ressemblent et je te crois parce que je vois pas à quoi les autres ressemblent. Mais même il y a un truc qui est sorti récemment, donc on avait déjà parlé d'en parler sur Facebook, où vraiment ils avaient mis c'est le copy-paste sur tous les titres, et ça joue aussi, en vrai, sur les titres de NXT. Titres masculins de NXT, titres féminins de NXT, c'est les mêmes. Même les titres par équipe féminin, tu vois, au final, ils se ressemblent. Ils se ressemblent. Et en plus, c'est pas pour rien, je pense, qu'ils veulent les unifier. Et en fait, ça me donne aussi un problème, et on va justement parler juste un peu plus des titres féminins. Le fait qu'il y ait eu la draft et qu'ils ont du coup séparé et mis deux ceintures, tout ça, ça a fait un bordel en plus, tu vois, parce qu'ils ont rajouté un gros champion pour chaque truc. Mais en fait, à ce moment-là, les femmes, elles avaient qu'un seul titre, donc un seul titre féminin.
Donc là, ils ont dû séparer les brands. Du coup, il y a eu 2 titres féminins. Et en plus, ils ont ajouté les titres par équipe qui ne sont jamais utilisés à bon escient. Ouais, non, vraiment pas. J'ai un petit espoir là pour la suite, mais on verra. Ouais, mais honnêtement, si Ronda Rousey et Shayna Baszler gardent, ce qui risque fort d'arriver. Bah, je pense pas, tu vois. Bah, j'espère pas, moi, tu sais, honnêtement, j'espère pas. Mais si Ronda Rousey et Shayna Baszler les gagnent et du coup les unifient, on va vite voir où ça va venir et ça va pas être folichon. Mais voilà, en fait, le point où je veux en venir, c'est tellement de titres masculins, mais au final tellement peu de titres féminins. Il n'y a pas, par exemple, de titre féminin de championne intercontinentale, et vous êtes même pas obligé de l'appeler comme ça. Mais c'est ce qu'on appelle des titres mineurs, et en fait, c'est bien ça qui fait qu'on dit que la division féminine, en fait, elle est non utilisée. C'est qu'en fait, il y a un tel gap de niveau entre les catcheuses, on va dire, de haut niveau et de bas niveau. Enfin, j'aime pas dire ça parce que c'est pas du bas niveau. La mid-card. Ouais, voilà, merci. Voilà. Il y a tellement un gap de niveau en fait entre le main event et la mid-card qu'en fait, tu peux pas, ou la lower card, hein, tu ne peux pas mettre Shotzi, même si j'adore Shotzi, tu peux pas mettre Shotzi en main event parce qu'elle va se faire défoncer. Elle a pas encore tout le craft nécessaire en fait à aller chercher un niveau en main event. Tu peux pas la mettre en équipe avec une Raquel Rodriguez parce que la différence de niveau entre les deux sera énorme. Et le problème qui intervient, et c'est un autre problème dont on n'avait pas prévu de parler, mais je vais juste passer dessus vite fait, c'est qu'en fait le fait d'avoir drafté les gens de NXT à la draft, le fait d'envoyer de plus en plus de stars de la WWE, du roster principal à NXT, je pense qu'ils sont en train d'essayer de faire d'NXT un 3e show, et non plus un show de développement. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, on va plus pouvoir envoyer des gens à NXT pour s'améliorer. Tu vois, par exemple, quand ils ont envoyé Apollo Crews à NXT, c'était pour aider à rajouter du star power. Mais ils ont envoyé Apollo Crews. C'est-à-dire, c'est pas non plus le mec qui a le plus de star power. Mais c'était pas pour qu'Apollo Crews s'améliore non plus. Parce que il est très bon, Apollo Crews. Il manque de charisme. C'est une moule, y a pas de souci, mais il y a un vrai potentiel de catch chez lui. Donc en fait, c'était pour élever les stars de la NXT. Pourquoi pas? Ils ont fait la même chose quand ils ont envoyé Ali, plus récemment. Là, ils envoient Baron Corbin, par exemple. Baron Corbin, et en fait, le truc, c'est que plus ça va, et plus ils envoient des stars connues. Dans le roster féminin, ils nous ont envoyé Dana Brooke. Bon. Dana Brooke, elle a du talent, mais elle s'est, comment dire, il y a jamais eu de breakout pour elle, et c'est pas une mauvaise chose qu'elle aille à NXT. Je pense que justement, c'est le moment de faire ses preuves. Par contre, à Gold Rush, la semaine prochaine, c'est Seth Rollins qui vient. Donc c'est autre chose, oui. Et là, en fait, on commence. Alors je vois bien pourquoi, faut mettre la lumière sur NXT. Braun Breaker n'a aucune chance de gagner le titre, enfin j'espère, mais on est en train de mettre la lumière sur NXT, et le problème c'est que si ça n'est plus un show de développement, eh ben je sais pas où on va envoyer les stars en devenir en fait. Soit ils créent une autre chose, soit en fait les stars vont devoir passer leur temps au Performance Center, mais le problème du Performance Center c'est qu'il n'y a pas de public. Non. Et en vrai NXT, alors déjà NXT est toujours pour moi le meilleur show WWE, mais c'est surtout une terre d'expérimentation, d'essai. Oui, tu peux faire plein de choses. Et si t'en fais un 3e show, c'est en vrai vraiment possible, quoi. Il y a NXT Level Up, mais bon, personne ne le regarde, quoi. Bah c'est comme Upper Rampage, tu vois, à la AEW, c'est... Ouais, peut-être, je sais pas. C'est un peu le truc qui sert pas à grand chose, quoi, au final. Ouais, voilà, c'est ça, c'est NXT Level Up, personne les regarde. Après, eux, ça leur permet de faire un petit craft, un petit truc, mais... Oui. Voilà, le truc c'est qu'on perd ça. Et en fait, j'en reviens au sujet principal, la division d'NXT féminine, elle est déborde tellement de talent que ne plus avoir ce côté de développement, en fait, ça va peut-être forcer les gens à se trouver un personnage plus vite, à assumer des combats peut-être un peu trop gros plus vite, tu vois, d'aller plus vite tout le temps, en fait. Parce que NXT prenait vraiment le temps d'installer ses storylines, je trouve. Parce que sur le main roster, on n'a pas forcément le temps de faire. Parce qu'il faut faire vite avant les PLE, tu vois. Sachant qu'NXT n'a pas autant de PLE que le roster principal. Enfin, il me semble pas. Donc, oui, ils en ont moins, oui. Non, voilà. Donc, du coup, voilà. Après, moi, ça me va. Si je me gourre complètement, et qu'NXT, ça reste aussi qualitatif, ça reste dans cette veine-là, mais juste qu'on y envoie des stars avec que plus de gens regardent, en fait. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Parce qu'en plus, c'est vrai que quand il y a des stars du coup de NXT qui arrivent
dans le roster principal. Et par exemple, là, je pense à JD McDonough. JD McDonough, quand il est arrivé, il a eu aucune pop, quoi. Alors que quand même, c'est le mec, pour ceux qui regardent NXT en tout cas, c'est JD McDonough. C'est pas rien. Et c'est rare que voilà les transferts. Ilja Dragunov, il arrive dans le roster principal, il aura 0 pop, alors que ceux qui ont suivi, alors je dis même pas NXT UK, tu vois. Pendant une époque, c'était NXT UK, donc c'était encore plus une niche. Mais pour ceux qui suivent NXT, Ilja Dragunov, c'est un meurtrier. Ah ouais, non, vraiment, il est incroyable dans ce qu'il fait. Adam Cole, j'aurais bien voulu voir, tu vois, par exemple. Même si on sait qu'il s'est barré, qu'il aurait été manager, qu'il aurait été mal utilisé, tout ça. Adam Cole, qui avait une pop, mais immense à NXT, qu'est-ce que ça aurait été dans le roster principal? Même AJ Styles, tu vois, quand il est arrivé au Royal Rumble, il a une pop de ouf. Et la chance qu'il a eu, mine de rien. Ouais, parce qu'il y a eu ni NXT, il fallait le connaître de Impact. Ou de la ROH, voilà. Tu vois. On sait qu'il a catché à WWE il y a longtemps, mais c'est tout. Pas assez pour avoir cette pop-là. C'est ça. Alors la pop qu'il a eu, c'est en mode... Surtout avec une musique que personne connaissait. Oui, et puis moi je le connaissais pas. Et ils ont popé juste en voyant son nom. Donc comme quoi, hein. Voilà. Donc c'est vrai que ça serait bien de voir. C'est combien de gens qui font ça là, c'est 1 sur une centaine, 200, tu vois. Exactement. Donc mais c'est vrai que du coup NXT mériterait un petit peu plus de vision. Et du coup, ça nous permettrait d'avoir un roster féminin vraiment qualitatif. Parce que là, pour le coup, j'arrête pas de le dire, hein, mais il y a vraiment un vivier de talent féminin à NXT. Et je pense que avoir des transferts, parce qu'en fait, on va parler vite fait des titres par équipe féminin. Ils vont les unifier. Les titres d'NXT, donc les championnes sont Isla Dawn et Alba Fire. Ouais, de toute façon, c'est pas un mal parce que il y a trop d'équipes. Comment c'est utilisé, ça ne sert à rien. En fait, ça sert à rien d'avoir 2 titres parce qu'il y a déjà trop d'équipes féminines et trop d'équipes féminines qui ne servent à rien. Exactement. Il est là le problème. Là, on va avoir donc 2 championnes par équipe qui, je pense, seront Alba Fire et Isla Dawn. Voilà, s'il vous plaît, pas celles qui font du MMA. En fait, je pense qu'ils en ont marre de Ronda Rousey et qu'ils savent pas quoi en faire parce qu'ils l'ont construite trop fort et qu'ils arrivent pas à l'éteindre. Et en plus, de toute façon, Ronda Rousey fait partie de ces personnes qui, quand tout va bien pour elles, quand il y a de la pop et tout, elles sont contentes, elles font le taf. Par contre, dès que ça commence à aller de côté, tu veux que je te dise, ça chie un peu partout, quoi. Ronda Rousey, pour moi, c'est... Oula. Allô? Ça va mieux. Ronda Rousey, c'est la Captain Marvel du catch. Non, mais tu vas voir pourquoi je te dis ça. J'écoute. Ils l'ont construite trop fort. Dès qu'elle vient, elle prend la shine de tout le monde et la hate. Oui. D'accord? Et en plus, personne ne peut la saquer, même parmi les catcheuses. Travailler avec, c'est un vrai calvaire. Et en fait, on est vraiment dans ce même problème qu'avec Captain Marvel, où au final, mais dès qu'elle est là, on la supporte pas. Tu vois. Le personnage du MCU, hein, pas du comics. Oui. Attention. Mais et du coup, Ronda Rousey, il faut s'en débarrasser. Tu vois. Et je pense qu'ils ont compris le problème. Et encore une fois, c'est pas difficile. Hein. Fais-les perdre les titres contre Alba Fire et Isla Dawn. Et fais un 1v1 Shayna Baszler Ronda Rousey et tu fais gagner Shayna Baszler. Ça s'arrête là. Alors, en plus, mine de rien, tu vois, pour Alba Fire et Isla Dawn, ça serait vachement bien parce que, mine de rien, ça serait quand même Ronda Rousey et Shayna Baszler qui et malheureusement... Et c'est pas des peintres les deux. Même si Shayna Baszler a pas eu le traitement que j'aurais aimé qu'elle ait. Qu'elle a eu à NXT, hein. Oui, qu'elle a eu à NXT. Et qui vraiment, elle est super forte, Shayna Baszler. Si vous l'avez regardé que dans le roster principal, allez la voir à NXT. Elle a été championne en plus NXT, je crois. C'est une des des championnes avec le plus long règne à NXT. Elle a dominé tout le monde. Elle n'a été détrônée que par Rhea Ripley. Voilà. Donc pour vous dire le niveau et donc voilà. Les Bats, ça serait pour ces 2 filles-là tout juste arrivées d'NXT et qui ont encore tout à prouver du coup. Dans le roster principal, je parle. À la WWE. Oui, dans le roster principal, je parle. Parce que Alba Fire, c'est... je suis con, j'ai oublié son nom avant. Putain. Yes. Kaylee Ray. Voilà, Kaylee Ray, c'est une nana qui a de la bouteille, tu vois. Elle a énormément tourné sur le circuit anglais. Elle a vraiment déjà fait ses preuves partout. Mais voilà. Complètement folle. Et malheureusement, le fait de l'avoir changé de nom, je pense que ça parlera pas à certaines personnes.
Ils veulent en faire un produit WWE en mode Alba Fire est à nous, tu vois. Mais je veux dire, Kaylee Ray, elle a tout un héritage derrière elle. Autant dans l'indépendant, ton héritage, tu peux le faire jouer, tu vois. Autant le problème, c'est que quand tu arrives à la WWE, c'est tellement un niveau différent, mais aussi, du coup, toute une structure, des mécanismes différents, tu vois, que du coup, tu peux pas vraiment faire jouer cet héritage, sauf sur certaines exceptions, comme AJ Styles, voilà. Même tu vois, Karrion Kross, il aurait pu faire jouer son héritage, ce serait un truc de fou. Non, parce que Karrion Kross, malgré toute la mystique, etc., je veux dire, il a pas le... Mais moi, je parlais surtout de la violence, tu vois, de Karrion Kross. Ouais, mais... Et la violence qu'il ne peut pas faire à la WWE. Ça, c'est des mecs qui ont pas assez pété en indé, ou à la TNA ou autre, pour avoir ce truc-là. Faut vraiment les suivre, je pense. Tu vois, par exemple, Keith Lee, c'est pas le cas. Oui. Keith Lee, il arrive avec son héritage. Adam Cole, il arrive avec son héritage. Roderick Strong, non. Et pourtant, ils ont le même parcours. Oui. Tu vois. Les Red Dragons, donc Kyle O'Reilly et Bobby Fish, tu vois, ils arrivent avec cet héritage-là aussi. Austin Aries, un petit peu moins, tu vois, quand il arrive. Il y a tout ce truc-là, tu vois. Il y en a qui connaissent Austin Aries, attention. Hein, oui. Bobby Roode, ouais, il arrive avec ça. Nakamura, pas ouf, hein. Les gens ont pop parce que c'est une star japonaise et on savait qu'il y avait une star de la NJPW qui allait arriver. Mais Shinsuke Nakamura, n'en parlait pas. Même pour la musique, hein. Ouais, pour la musique aussi. Nakamura, c'est surtout la musique qu'il a joué. Mais même, tu vois, par exemple, pour parler d'un truc ancien, CM Punk, mine de rien. Ouais. Quand il a fait ROH, WWE, etc., voilà. Donc ouais, on va voir CM Punk, après on va pas enchaîner sur CM Punk parce que là je vais vraiment être semé, mais CM Punk il a fait son truc à la WWE, il a beau dire ce qu'il veut. Oui. Sans et la du WWE. Coup, il a utilisé quand il est arrivé à la WWE. Voilà, c'est pas ce CM Punk là, tu vois. Oui, voilà. C'est sûr qu'il a évolué. Mais bon, voilà. Du coup, on a beaucoup digressé des titres en soi, mais ouais, mais non, parce que c'était important quand même. On a commencé à parler de l'état de la division féminine. Voilà. De toute façon, c'est sur ça qu'on va enchaîner. Donc. Mais alors, pour ceux qui écoutent sur Spotify, je n'ai pas mis les épisodes parce qu'ils ils datent un peu et surtout ils étaient plus vraiment d'actualité. Mais on a beaucoup parlé déjà des quelques aspects de la division féminine et notamment lors de Night of Champions, je ne crois pas. Un autre show. Backlash, ouais. Je crois que c'était lors de Backlash où on disait que non, WrestleMania. Ah, mais bien sûr. Voilà, oui. WrestleMania. Que lors de WrestleMania, alors les matchs féminins étaient très très bien. En tout cas, les matchs pour les titres. Le titre majeur. Voilà, mais que l'histoire derrière, c'était le néant. C'était, en fait, je t'affronte parce que t'as le titre et puis ça va pas plus loin. Et Asuka Bianca Belair, c'était ça. Et après, c'était Charlotte Rhea Ripley, c'était. Alors Charlotte Rhea Ripley, c'était l'exemple typique de ça. C'est ça. Charlotte qui n'a plus rien à faire avec un titre, honnêtement, parce que dès qu'elle a un titre, ça n'amène à rien. D'ailleurs, ça me saoule qu'elle aille essayer de chercher le titre à Asuka, alors que le titre vient d'être dévoilé et qu'en plus, c'est bon, t'as perdu, on t'a pas revu, laisse la place à d'autres, tu vois. Donc j'espère qu'elle va le perdre. Bon, de toute façon, je pense que Charlotte Flair va perdre et que ça va permettre peut-être à d'autres d'arriver. Non, je pense très sincèrement que ça va déboucher sur un triple threat menace, ouais. Avec Asuka, Bianca et Charlotte, et ça va lancer une rivalité Bianca-Charlotte. Ça serait bien. Je pense, parce que la rivalité Bianca-Asuka, c'est bon, on l'a vu. La rivalité Charlotte-Asuka, on l'a déjà vu. Voilà. Allez, c'est bon. Par contre, la rivalité Bianca-Charlotte, on l'a pas vu, donc. Mais en fait, là, le truc, tu vois, pareillement, c'est ils ont amené Charlotte pour défier Asuka. Alors déjà sorti nulle part Charlotte. Comme d'hab. Voilà. Et j'ai dit la dernière fois, les gens parlent de Roman Reigns, mais en vrai. Mais en fait, là, pareil, tu vois, Charlotte Flair, c'est pas elle qui va être intéressant, ça va être ce que va faire Bianca Belair. Parce que Charlotte Flair, l'histoire qu'elle a avec Asuka, c'est c'est elle qui a mis fin à la strike de Asuka dès le premier WrestleMania. Ouais. Donc c'est la seule histoire qu'ils ont. Mais les histoires féminines de la WWE, et c'est lié aussi, je pense, au fait qu'il y ait peu de titres féminins, c'est que du coup, pour mettre en avant des femmes et montrer qu'elles sont fortes, qu'elles sont dominantes ou qu'elles évoluent, tu vois, c'est compliqué. Parce qu'en fait, il faut créer des histoires originales, comme ils arrivent très bien à faire parfois avec les hommes, hein. Voilà. Je rappelle, par exemple, bon, ça date, hein, mais Steve Austin, Bret Hart, c'était pas pour un titre. Et pourtant, ils sont allés à des niveaux. Mais au niveau des femmes, je suis désolé, je n'ai aucune rivalité qui me vient à l'esprit, qui ne comporte pas de titre, et même qui comporte un titre, très honnêtement, qui
ait autant d'importance et qu'il puisse mettre en valeur une femme. Becky Lynch peut-être, tu vois. Bah, pas sur le roster principal. Voilà, mais oui, pas sur le roster principal, mais pour parler du roster principal, par exemple, t'as Becky Lynch qui, quand elle a pété un câble et qu'elle est devenue The Man. Bon, bref. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui l'a rendu fort? Et c'est ce que Zoé Stark a dit d'ailleurs. Hein. Oui, Qu'est-ce qui t'a rendu hypé? C'est parce que tu t'es fait péter le nez. C'est de te faire casser la gueule, oui. C'est tout. Mais le personnage de Becky Lynch, il est con. Il dit non à toutes les alliances. Il se croit super fort alors que c'est pas ouf. Oui, non, mais là, il y a un peu de ça aussi. On est sur de la vie personnelle. Voilà, non, mais on est sur de la vie personnelle, mais c'est vrai aussi, tu vois. Parce que je me souviens de Triple H qui vient voir Becky Lynch et lui dit écoute meuf, il faut que tu réfléchisses à ça, moi je peux t'apporter mon aide. Même John Cena, je crois. Ouais. Et elle les baffe. Et pour quelle raison? Et en fait, tu vois, les personnages, dans ces cas-là, sont plats, ça n'amène rien. Et au niveau des rivalités, pareil, il n'y a pas de grande différence. Ronda Rousey, quand elle est arrivée, ça aurait pu être une sorte de révolution, un truc comme ça. Bon, pareillement, ça a pas été bien loin. Et t'as des super catcheuses. Bah, Asuka, Io Sky, Rhea Ripley, Bianca Belair, voilà. Bon, même Charlotte Flair, même si je suis un peu moins fan, mais je dirais plus Charlotte Flair lors de ses grandes heures, parce que maintenant, vraiment, voilà, je suis, elle est cadavérique, la pomme femme aussi. Mais bon. Ça fait encore autre chose. Ouais. Mais en fait, voilà, on a des femmes super bonnes, en catch. J'allais le préciser super bonnes. En catch, qui peuvent raconter des histoires super intéressantes, et en soi, là, tu vois, l'histoire la plus intéressante, actuellement à WWE, c'est quand même Rhea Ripley et Dominique Mysterio. Donc il y a un mec. Voilà, donc il y a un mec. Et même ça tourne plus au fait de... Ça tourne plus autour de Mysterio. Okay. Voilà. Même si Rhea Ripley est extrêmement charismatique, mais en fait... Oui, mais elle a pas de rivalité. Elle est charismatique, mais elle n'a pas d'histoire. Elle a pas de rivalité. Là, regarde, le dernier match de championnat qu'elle a eu, c'était contre Natalia. Elle l'a défoncé. Ah oui. Elle a refait un match contre je sais pas qui la dernière fois. Non, même pas. Non, elle a pas refait de match. Non, elle a pas refait de match, là. Hein. Non, mais par contre, en fait, Rhea Ripley est montrée extrêmement forte et extrêmement charismatique, parce qu'il y a Dominique Mysterio qui n'est pas un mauvais catcheur en plus. Et parce qu'elle catch des hommes. Parce qu'à chaque fois pendant les matchs de Judgment Day, elle porte ses prises sur des hommes. Et c'est ça qui en fait un petit peu Shayna, du coup. Ouais, mais c'est carrément Shayna. Mais même, tu vois, c'est elle qui protège, en vrai, c'est elle qui protège un homme, du coup, Dominique Mysterio. Et, faut voir avec Cody Rhodes, tu vois. Oui, voilà. Cody Rhodes qui dit, oh, je vais te défoncer. T'as Rhea Ripley qui se met devant, personne n'attaque parce que c'est une femme. Voilà. Alors que moi, en vrai, tu me dis demain, tu catches contre Rhea Ripley, et même demain tu te fais squash contre Rhea Ripley, mais en vrai, moi je pense que je dis oui, parce que ça doit être une expérience folle sur le ring. Mais moi, tu me dis, tu te fais squash par Rhea Ripley, je te dis va te faire foutre pour une raison simple. Oui. Non, mais pour une raison simple, c'est que j'ai aucun problème à ce qu'une femme batte un homme, c'est pas le souci. Par contre, je vais avoir un problème qu'une femme squash un homme autant que j'en ai quand un homme squash un homme. Oui. Le problème, c'est que tu me dis Braun Strowman squash Akira Tozawa, je te dis d'accord. Oui. Tu me dis Rhea Ripley squash Akira Tozawa, je te dis que là, aux yeux du public, et ce que je vais dire, c'est uniquement une question de perception du public. C'est que aux yeux du public, si Akira Tozawa se fait squash par Braun Strowman, c'est normal. C'est parce que Braun Strowman est trop fort. Une différence de taille en plus. Si Rhea Ripley squash Akira Tozawa, comme c'est arrivé, c'est pas Rhea Ripley qui est trop forte. C'est Akira Tozawa qui est trop faible. Et encore une fois, je parle de la perception du public. Le public qui n'a pas forcément la conscience de ce qu'est le catch et de comment s'écrire une histoire. Là, les gens vont penser qu'Akira Tozawa est trop faible et le faire squasher par une femme, ça lui fait perdre en crédibilité. Autant que si tu fais squasher un homme par un homme qui n'est pas monstrueux, là, je prends un mec que j'adore, Jey Uso squash Chad Gable, c'est Chad Gable qui est faible, c'est pas Jey Uso qui est fort. Ouais. Tu vois. Brock Lesnar squash Chad Gable, Brock Lesnar est trop fort. Oui, Chad Gable ne pouvait rien faire. Tu vois. Il y a une nuance là-dedans. Et c'est pour ça que je trouve qu'il ne faut pas faire de squash avec des mecs de même gabarit et ou femmes-hommes, parce qu'en fait c'est enlever trop de crédibilité au catcheur qui se fait squasher et pas apporter assez de crédibilité. En fait, le gain de crédibilité pour la personne qui squash ne vaut pas la perte de crédibilité pour la personne qui se fait squasher.
t'as pas tort. En plus, voilà, c'est peut-être pas pour rien aussi que les squash de manière générale se font en fait sur des randoms et des catcheurs locaux. Hein. C'est pour ça que j'ai pas compris là pourquoi avoir sacrifié Akira Tozawa comme ça sur l'hôtel de Rare Replay. Parce que de toute façon, Akira Tozawa est un sacrifice depuis des années. Hein. Justement, ça aurait été le moment pour lui d'avoir un revival en affrontant Dominic Mysterio parce que mine de rien, Dominic Mysterio est bon, Akira Tozawa il est bon, tout le monde le sait. Ils auraient pu sortir un bon match, au lieu de ça, non, ils l'ont fait affronter Rhea Ripley et ils l'ont fait se faire défoncer parce qu'ils n'osaient pas taper la femme. À force avec Rhea Ripley, ils vont devoir la mettre face à vraiment un homme, tu vois. Franchement, elle Solo, va vraiment devoir affronter un... Oh là là, Solo. En plus, Solo. Il y a déjà eu confrontation. Mais c'est pour ça, franchement, là... Solo, il s'en battrait les couilles. Dans tout le roster masculin, le seul qui s'en battra les steaks d'aller frapper une femme, c'est Solo, hein. Complet. Ah lui, s'il peut la Samoan Spike, il va la Samoan Spike sans sourciller, hein. Et ce sera justifié. Plutôt que les dingueries qu'elle fait là, machin, ce sera justifié. Le problème, c'est que il persiste à la mettre contre des femmes, et il persiste à la mettre contre des femmes alors qu'elle tabasse des hommes. Donc du coup, les femmes qu'elle affronte ne sont pas crédibles. Et là, la dernière femme qu'elle a affrontée, c'est une légende, et j'ai fait des guillemets avec mes doigts, elle a squashé Natalia. Le jour de son anniversaire, je crois. Oui. Ah oui, bien sûr. Le jour de son anniversaire en Arabie Saoudite, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup de détails. Avec Dom Dom à côté. Oui, ça... Voilà. Donc ouais, là on a le cas en fait vraiment d'une femme surpuissante, du coup vraiment comme Shayna, et même au niveau de la dégaine, hein. Au niveau de la dégaine, elle est assez similaire. Bon, c'est vrai que Rhea Ripley reste quand même une de mes chouchous, parce qu'elle donne quand même des matchs assez fous. Ah non, mais moi, et elle a un certain charisme. C'est une de mes catcheuses préférées. Mais par contre, voilà, reste que l'argument est là. Et ça l'est depuis Evolution, hein. Ça l'est depuis qu'elle avait les cheveux longs et qu'elle arrivait en tenue de kickboxer, hein. Complet. D'ailleurs, Evolution, pour vous dire à quel point le roster féminin est considéré, Evolution était un super show. Ouais. Et c'est arrivé qu'une fois. Et c'est arrivé qu'une seule fois. Et ça fait il y a longtemps, ça fait il y a 3 ans, au moins 4 ans peut-être. La seule itération qui reste d'un truc purement féminin, je crois que c'est le meilleur classique d'NXT. Et encore, ça fait un moment qu'il a pas eu lieu. Hein. Qui c'est qui est ressorti? La dernière à être sortie du meilleur classique, c'était... j'ai peur de dire une connerie. Je sais pas si... C'était Roxanne Perez? Non, il n'y a pas eu de meilleur classique l'année dernière. Maintenant, moi je ne me souviens plus. Je sais plus. La première, c'était Toni Storm. La deuxième, c'était peut-être Rhea Ripley. Peut-être. La deuxième, c'était peut-être Rhea Ripley quand elle est, justement, quand elle est revenue en personnage gothique, full noir, là, full black. Je sais plus, faudra que je vérifie ça, mais ça fait tellement longtemps que... Mais voilà, d'ailleurs, vu qu'on parle de... Alors, on a beaucoup parlé de Rhea Ripley, mais vu qu'on parle de ça, on peut comparer la qualité des histoires féminines écrites dans le roster principal et la qualité des histoires écrites dans le roster NXT. Ouais. Et par exemple, vous parlez de Shayna Baszler tout à l'heure, et t'en as parlé toi aussi il y a longtemps. Rhea Ripley qui fait ses débuts à NXT et qui revient en gothique face à Shayna Baszler qui est imbattable et qui en une phrase elle la couche. Incroyable. Une phrase, Rhea Ripley raconte son histoire, mais même tout son background quoi. En fait, elle donne son caractère, son objectif, et elle vous montre à quel point elle est dangereuse en une phrase, et l'histoire est déjà écrite, tu vois. Et maintenant l'histoire c'est quoi? C'est il est joli ton titre, il m'intéresse. Ok, on va catcher, d'accord. Vraiment. Et il y a même plus de, même tu vois des histoires très simples à la con, tu vois, mais des bagarres en coulisses, des trucs comme ça. Vous arrivez à raconter des histoires féminines sur WWE 2K23? Pourquoi? Et qui sont assez intéressantes en plus. Pourquoi vous arrivez pas à faire ça en vrai avec tous les talents que vous avez? En fait, le truc c'est qu'il y a deux, enfin non, il y a pas deux, mais moi j'en ai deux en tête. Il y a plusieurs scénarios de catch qui sont utilisés de manière récurrente, et en fait, comment dire, c'est des tropes en fait, qui sont racontés toujours de manière différente pour qu'on ne fasse pas attention. Mais par exemple, le run de Shayna Baszler, quand Rhea Ripley vient le chercher, c'est vraiment l'héroïne qui vient mettre fin à je sais pas combien de jours de tyrannie de Shayna Baszler sur la division féminine. En soi, c'est ce que si vous voulez un parallèle masculin, ça aurait pu être Cody Rhodes et Roman Reigns. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est exactement ce qui se passe avec Roman Reigns. On va prendre Roman Reigns pour plusieurs
pour illustrer plusieurs choses. De toute façon, c'est tellement celui qui définit la WWE. Et il a tellement fait tous les scénars finalement. Exactement. La trahison de Cora Jade sur Roxanne Perez, par jalousie, par envie de briller, etc., c'est la trahison de Seth Rollins au Shield, sur Roman Reigns et sur Dean Ambrose à l'époque. Ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé actuellement à NXT avec comment ça s'appelle, ressemble à quoi? Bea Priestley, mais c'était son nom avant, Blair Davenport. D'accord. Donc il y a eu plusieurs attaques sur des nanas sur des nanas d'NXT, et pendant 2 mois je crois, on savait pas qui c'était, et finalement, à force de recherche, ils se sont rendus compte que c'était Blair Davenport. Une ancienne de NXT UK. Voilà. Et ancienne compagne de Will Ospreay. Ah, bon savoir. Ouais, voilà, un petit fun fact pour vous. Et comment ça s'appelle? Ça, le fait d'avoir des attaques au hasard un petit peu, sans qu'on sache qui c'est, le petit côté enquête dans le catch, ça s'appelle un scénario Who Did It? Ou Who Done It. D'accord? Qui l'a fait? Voilà, voyez Rikishi qui attaque Triple H, je crois. I did it for The Rock. Non, mais il y a ça. Attends, c'était Triple H ou c'était Stone Cold? Non, c'est Stone Cold. C'était Stone Cold. Non, mais il y a eu un truc avec Triple H qui attaque Shawn Michaels, des trucs comme ça. Voilà. Il y a eu Enzo Amore et Big Cass. Voilà. Et récemment, avec Roman Reigns. El Famoso Who Did It. Voilà. Et avec Roman Reigns, il y a eu le moment où il se fait attaquer dans les coulisses plusieurs fois, là. Et où on croit que c'est Samoa Joe. Et en fait, finalement, c'est Samoa Joe qui va mener l'enquête pour savoir qui l'a fait, etc. Vous voyez, ces scénarios-là dont on vous parle, ils reviennent sans arrêt. Et le problème, c'est que c'est des scénarios qui sont très bien utilisés à NXT, très mal utilisés sur le roster principal, notamment dans la division féminine. Parce que là, je vous ai donné un exemple de ces scénarios-là qui ont été utilisés à NXT. Il existe certains de ces scénarios qui ont été utilisés sur le roster principal et qui ont été mal foutus. Le retour d'Asuka pour mettre fin à la domination de Bianca Belair, le scénario, il est foiré. Il est tellement foiré qu'à WrestleMania, ils ont pas pris le risque de faire gagner Asuka pour au final la faire gagner 2 à 3 mois plus tard, parce qu'ils sont dû Oui, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils auraient dû le faire à WrestleMania finalement, tu vois. Et du coup, ça a diminué la victoire d'Asuka, parce que tu te dis, c'est con, hein. Ça a diminué la victoire d'Asuka, et au final, ils avaient trouvé un contender pas dégueulasse à Backlash, à Backlash. C'est à Backlash? Yoskai, Bianca Belair. Oui. Ouais, voilà, Yoskai aurait été un bon choix, mais ils ont pas voulu le faire non plus. Avec la hype de ouf qu'il y avait à Porto Rico. Et le match qu'il y a eu, parce que mine de rien, c'était pas un match dégueu, finalement non, ça aurait été un moment parfait pour faire un face turn à Yoskai et lui faire gagner le titre au passage, et finalement, rien du tout. Mais même, tu vois, voilà, pour juste rebondir sur ce point-là, l'inconsistance même souvent des persos. Là, Yoskai et Bianca Belair, n'importe quoi, Bayley. Yoskai et Bayley étaient en train de se casser dans Damage Control. Là, d'un coup d'un seul, hop, allez, bien, on va faire de la compétition tous les deux pour Money in the Bank, on va y arriver, et puis voilà. Donc ça va sûrement se mettre sur la gueule à Money in the Bank. Mais dans ce cas-là, ne faites pas 1 semaine sur 2. Ça va plus. En fait, il y a une inconstance bipolaire. Il y a une inconstance vraiment. Mais complet. Et d'ailleurs, on dit ça pour les catcheuses. On dit ça. Excusez-moi, ça fait 8 fois que j'essaie d'éternuer, j'arrive pas. On dit ça également pour les catcheurs, mais moins parce qu'en fait les catcheurs, mine de rien, il y a toujours cette discrimination, voilà, il y a toujours mine de rien cette discrimination, on pardonnera un petit peu moins à l'inconstance ou au truc, voilà, sur les femmes que sur les hommes, et malheureusement voilà, c'est comme ça. Donc voilà, on a vraiment cette inconsistance, et ce fait que c'est vrai qu'on voit beaucoup plus les points négatifs sur les matchs féminins, parce que derrière aussi le catch parfois est un petit peu moins bien, il est peut-être un petit peu moins impactant à cause de cette différence de niveau. Mais aussi parce que faut voir aussi un truc, c'est que les histoires derrière nous donnent pas vraiment envie de nous investir dedans. Mais après, est-ce que c'est pas aussi parce que il y a plus d'hommes que de femmes et qu'au final les erreurs sont plus facilement pardonnables parce que le nombre est plus grand, et au final les femmes, celles qui font des erreurs, c'est peut-être toujours les mêmes, tu vois ce que je veux dire? Quand je dis que c'est elles qui font les erreurs, on parle pas des femmes en particulier, mais on parle des erreurs de booking. Genre par exemple, tu vois, Nikki Cross qui a jamais pris
clairement, elle a le potentiel auprès du public. C'est vraiment un problème de scénar. Ce passage incompréhensible à super-héroïne Nikki H. là, ouais. Ouais, mais au final, regarde, elle a gagné un titre. Ouais, elle a gagné un titre. Mais c'était nul. Oui, c'était nul. Mais regarde Piper Niven, par exemple. Pareil, elle pourrait connecter avec le public, elle pourrait aller chercher des titres, elle a largement de quoi être un nouveau monstre, j'allais dire à la Nia Jax. Mettez du respect mettez du respect sur Piper Niven. Même si moi j'aime bien Nia Jax, mais elle a clairement... monster. Exactement. Mais non, voilà, elle a du potentiel d'aller chercher ces trucs-là. Mais après, est-ce que ils ont pas, pendant trop longtemps aussi, cherché à capitaliser sur leur grosse tête? Mais sans mettre en avant les nouvelles. Oui. Parce que tu vois, regarde, on parle de Roman Reigns, qui est là depuis trop longtemps, machin, il y a des opportunités, mon cul. Mais Roman Reigns... ouais, voilà. Non, mais Roman Reigns, il met des stars en avant. Oui. Tu vois. Là, au final, les Becky, Bayley, Charlotte et Sasha Banks, qui est vraiment le quatuor des meilleures catcheuses qu'on ait eu, notamment dans les dernières années, qui elles ont mis en avant? Et en vrai, je mettrais plus, dans ces cadres que tu cites, je mettrais plus en avant. Je mettrais plus la faute sur Becky Lynch et Charlotte Flair. Parce que Bayley a pas été championne très longtemps. Alors, elle a pas eu beaucoup de titres. Elle a eu un seul run, mais après c'était pendant la période Covid. Je pense que personne s'en rappelle. Mais son run était très long. Ouais, mais ça a pas été fou, tu vois. Et en plus, malheureusement, et malheureusement, c'était la période Covid, donc pour mettre en avant des gens, c'était compliqué. Et Sasha Banks, elle a eu plusieurs runs. Ouais, mais problème, ça a jamais été folichon, tu vois. Le problème des règnes de Sasha Banks, c'est justement la rivalité avec Charlotte, où elles arrêtaient pas de s'échanger le titre, là. Voilà. Exactement. Et en fait. Après, les matchs étaient très bien. Hein. Oui, mais en fait, on met, toujours, les mêmes personnes avant. Donc, le fameux quatuor, les four horsewomen. C'est ça. Mais derrière, on oublie qu'il y a d'autres catcheurs super bien, ou qui peuvent progresser. Mais en attendant, voilà, par exemple, Becky Lynch, moi je n'ai aucun souvenir lors de son run The Man qui elle a mis en avant. Et vraiment, j'ai beau me creuser la tête, je vois pas, à part se mettre en avant elle-même. C'est ça. Et en plus, au final, bon alors, elle y peut rien. Enfin, si, elle y peut quelque chose, mais elle y peut rien. Son titre, elle a même pas perdu, elle a donné parce qu'elle était enceinte. Donc au final, même la personne qui lui prend son titre, même grâce au Money in the Bank, parce que le Money in the Bank, mine de rien, faut le reporter, et il faut le cash-in. Parce qu'on l'a vu, le cash-in, c'est pas forcément gagné. Hein. Demandez à Corbin, demandez à Cena. Donc voilà. Si, il y a une personne que Becky Lynch a mis en avant, mais c'était pas pendant son run The Man, c'était pendant son heel run, là. Trish Stratus. Non, Liv Morgan. Oui. Et Liv Morgan. Bah, tu vois, en plus, parce qu'après, voilà, faut pas mettre aussi la faute que sur Becky Lynch. Non, c'est aussi, il faut que la personne en face saisisse l'opportunité pour progresser ou pour montrer qu'elle a progressé et qu'elle a quelque chose à faire. Il faut qu'elle soit prête. Et Liv Morgan, je sais que tu l'aimes pas, mais qu'on le veuille ou non, elle a progressé. Elle a essayé de proposer quelque chose, même si son personnage était chiant. Ah ouais, c'est son personnage, était casse-pied, mais catchesquement parlant, elle a progressé, elle a proposé des choses intéressantes. Son run de championne a eu un bon engouement au début, puis ils ont commencé à foirer le scénario en mode elle va battre Ronda Rousey sur des petits papiers, en trichant, tu vois, parce que elle abandonne et en même temps elle fait le tomber, c'est le tomber qui tient. Un face auquel on croit comme Liv Morgan parce que c'était la babyface vraiment. C'est vraiment le côté underdog. Tu te dis elle est pure. Ça fait partie des scénarios dont on parlait. Voilà. En plus voilà, tu sais comme elle se présentait et tout, comment elle catchait et tout, elle est pure. C'est une fille qui ne peut pas penser à tricher. Là elle fait quoi? Elle triche, elle profite d'un truc que l'arbitre voit pas pour gagner et du coup ça te fait perdre tout investissement dans ce personnage. Et donc ouais, c'est un des seuls personnages qui a réussi à profiter de ça. Mais là encore, voilà, les Four Horsewomen, ils sont arrivés au début de la révolution féminine 2014, 2015 peut-être. Ouais. Pareil. Je crois, ouais. Ouais, voilà, 2014-2015. Au final, celle qu'on voit encore beaucoup, c'est toujours, alors, les 4 plus que 3 du coup, parce que Mercedes Moné, Sasha Banks, est partie de la WWE. Pour l'instant. Voilà, oui, pour l'instant, mais bon là, elle est blessée, elle est pas prête de revenir, je pense, mais. Attends, toi, un Royal Rumble, tu vas voir. Ouais, bon, c'est en janvier, il y a le temps, mais c'est pas impossible. Franchement, quel meilleur moyen de faire revenir Sasha Banks qu'un Royal Rumble? C'est sûr, c'est vrai.
Pour venir chercher Rhea Ripley, par exemple. Ouais. Mais encore là, tu vois, ça serait le problème. Oui, parce que pourquoi redonner à Sasha Banks une opportunité alors que t'en as plein derrière qui attendent. Et même vu que si NXT devient le show principal, devient un des troisièmes shows, les filles, elles vont peut-être pas toutes courir derrière Tiffany Stratton et ses promos éclatés. Elles vont aller chercher le real deal. Mais en vrai, regarde, Rhea Ripley qui domine hommes et femmes pendant un an là, parce qu'elle a gagné à WrestleMania jusqu'au WrestleMania d'après. Tu vas envoyer qui la chercher? Si elle est aussi dominante que ça, tu vas envoyer qui la chercher? Roxanne Perez? J'adore Roxanne Perez. Ouais, mais tu vas pas envoyer Roxanne Perez. Non, mais tu vois, justement. Tu vas pas envoyer Cora Jade. Braun Breaker. Non, tu vas envoyer qui? Une personne que Rhea Ripley n'a pas battue, une personne qui n'est pas actuellement à la WWE, Sasha Banks. Je vous promets, si ça arrive, la tête de WAM, abonnez vos grands-mères au compte Spotify. Je vous le dis tout de suite. Non, mais tu vois, le truc, c'est que... Je sais pas ce qui s'est passé. Oui, non, mais là, je te comprends, tu nous as fait une chef otaku. Pardon, désolé. Je suis l'oracle. Ah ouais, non, mais là... Non, mais en fait, je comprends... Respect au chef, hein. Je comprends ce que tu veux dire et tout, et c'est vrai que c'est cohérent. Mais en fait, ça revient à un problème majeur, c'est que du coup, ils ne construisent pas quelqu'un pour aller la chercher. Parce que, en soi, tu vois, t'affrontes... Par exemple, ce qui n'ont... Je crois ce qu'ils n'ont pas fait avec Roman Reigns. Tu affrontes Roman Reigns une fois. Tu perds, bon d'accord. Bon bah du coup t'es écarté et à côté tu te reconstruis, tu fais un truc, voilà, jusqu'à monter, voilà. Et après, bah à un moment tu peux réaller la chercher au show d'après, par exemple, enfin au show d'après, au WrestleMania d'après, un truc comme ça. Faut voir que dans le catch, une rivalité, c'est pas forcément, ça se passe c'est pas du 3 juin au 3 juillet, tu vois, ça dure pas. C'est pas comme dans les jeux, c'est pas, voilà. Une rivalité, ça peut être du 3 juin au 3 juillet, il y a une pause de 1, 2 mois, 3 mois, voire plus. Je le répète, ça reprend. Une rivalité, ça peut être intemporel. The Rock Austin. La rivalité Jey Uso Roman Reigns, je le répète, elle s'écrit depuis 3 ans. Oui. C'est fait en chapitre. C'est fait en chapitre. Et en histoire, voilà. En soi, les rivalités qui durent un mois et qui vraiment s'arrêtent net, bon, bah c'est des rivalités qu'on peut dire des rivalités de transition, des trucs, voilà. Baron Corbin, Ilja Dragunov, oui, en vrai, Baron Corbin, Ilja Dragunov, ça a duré 1 semaine et demie, 2 semaines. Il n'y avait pas nécessairement besoin que ça dure plus longtemps. Voilà. Baron Corbin, Carmelo Hayes, ça va terminer 1 mois, bon voilà, mais c'est fait pour mettre un peu plus en avant Carmelo Hayes. C'est des rivalités qui vont pas rester dans le temps. Mais les rivalités qu'on retient, qui sont importantes, etc., c'est les rivalités qui durent dans le temps. Et Johnny Gargano, Tommaso Ciampa. Oui, et qui sont bien écrites. Parce que, je le répète, Charlotte Flair, Asuka, ce n'est pas une rivalité qui dure dans le temps. Ce n'est pas une rivalité intéressante. Et pourtant, en soi, ils peuvent construire là-dessus. Hein. Ils peuvent dire, de toute façon, je t'ai battu à WrestleMania, j'ai pété ta streak, je suis plus fort que toi. Ouais, c'était il y a 5 ans. En attendant, Asuka, elle a changé de personnage. 30 fois. Ouais. C'est ça, enfin, elle a changé de maquillage 30 fois. Ouais. Elle a même fait une run par équipe superbe avec Kairi Sane. Bien. Moi, j'adore. Non, tu t'es rappelé le nom. Ouais. D'habitude, je l'ai pas. Mais parce que j'adore Kairi Sane. Et en fait, voilà, je pense qu'un des gros problèmes du roster féminin, c'est qu'ils ne construisent pas de vraies rivalités à long terme. Et qu'en fait, c'est juste des rematchs, comme tu dis. C'est juste vous vous souvenez ce qui s'est passé à cette époque-là? Bah, on va le réutiliser pour refaire l'histoire. La meilleure rivalité, et encore, c'est pas, ça va pas jouer, parce qu'elle a été construite à NXT, cette rivalité. Mais la meilleure rivalité féminine, pour moi, est construite à long terme, où laquelle il y a eu plusieurs matchs, c'était Bayley Sasha Banks. Pourquoi je parle doucement comme ça? Pardon. Parce que tu penses, et tu es vraiment inspiré dans ton truc. Non, mais vraiment. Mais c'est Bayley Sasha Banks. Parce que ça a commencé à NXT, elles se sont affrontées sur le roster principal, elles ont été en équipe dans le roster principal, elles se sont trahies dans le roster principal, et quand Sasha Banks revient, parce que je suis persuadé qu'elle reviendra, à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre, c'est sûr. Notamment quand Triple H aura pris la tête complète de la WWE. Faut pas qu'il meure. Ouais, bon. C'est le problème, on le sait tous, hein. Je sais, non, ou qu'il soit dans l'incapacité. On va pas lui souhaiter la mort, mais... Il est vieux, quand même. Oui, il est vieux. Mais... bon, bref, un autre sujet. Bon, bref. Mais je pense qu'on aura de nouveau des rivalités Bayley-Sasha Banks. Oui. Et pour le mieux, parce que leurs matchs sont toujours bien, il y a toujours une histoire derrière, enfin voilà, c'est toujours incroyable. Mais parce que c'est deux workeuses. Non, c'est dégueulasse. Ce sont deux catcheuses incroyables. Mais là, tu vois, justement, le fait qu'on parle comme ça, là, de ce sujet, etc., on parle quand même beaucoup, bah, justement,
des 4 femmes qui ont lancé en soi le truc. Et pourquoi? Parce que malheureusement, c'est celle qu'on met le plus en avant et on met pas plus en avant ça. Et en plus, voilà, Becky Lynch qui comme Seth Rollins, en même temps c'est son mari, a des goûts vestimentaires discutables, contre qui on la met alors que Becky Lynch, elle est toujours hype. Je ne comprends pas pourquoi, mais il faut dire ce qui est. Elle est toujours hype, elle est toujours super appréciée du public. On la met contre qui? Contre Trish Stratus. Alors oui, on fait venir Zoe Stark sur le côté. Ouais. Mais pourquoi associer Zoe Stark à Trish Stratus et pourquoi pas tout simplement avoir fait, pour parler français, oui, c'est mieux. Zoe Stark, Becky Lynch, tout court. Simplement parce que s'ils n'avaient pas amené une légende, ils auraient foiré le projet Zoe Stark, et c'est même pas encore dit qu'ils arrivent à le faire, ce projet. Pourquoi ? Parce que en fait, ils n'arrivent pas à construire des histoires avec les nouvelles catcheuses, et ils n'arrivent pas à se détacher des grands noms. Mais il va bien falloir un moment, parce qu'à un moment, les grands noms, ils vont plus pouvoir faire autant ils peuvent déjà plus. Faisaient, voilà. Alors oui, voilà, à côté maintenant, il y a des Rhea Ripley qui montent, il y a Asuka qui a toujours été un coup sûr, ouais. Mais pareil. Non, mais je pense que ce qui va se passer, j'espère que c'est ce qui va se passer, c'est que Trish Stratus va perdre, évidemment, contre Becky Lynch, la rivalité, qu'elle blâmera Zoe Stark, et que Zoe va face turn en se tournant sur Trish Stratus. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Elle portera son Z360 là sur Trish Stratus pour la pop. Bien dans le pif. Ouais, voilà. Aussi, j'espère. Et elle va elle va face turn, et ensuite elle va pouvoir aller chercher des heals à combattre. Et je pense que c'est le mieux à sortir de là, parce que il faut en fait, le seul but de ramener des légendes comme ça devrait être de construire des jeunes. Ce que Goldberg a été incapable de foutre. Parce que beaucoup de légendes ont été incapables de foutre. Ouais, c'est vrai, putain. Et ouais, mais là, Trish Stratus, elle est éclatée. Le dernier match que je pense qui a un petit peu servi à construire, et encore, vraiment, je pèse mes mots, je les enferme vraiment pour te dire et encore, ça a été Kevin Owens, Stone Cold Steve Austin à WrestleMania, et encore, tu vois. Pourquoi encore? Parce que ça a été un match intéressant en vrai, parce que Austin a pas été dégueulasse. C'était marrant. Mais en fait, ça a servi à construire un peu plus le personnage du moment de Kevin Owens, et ça nous a juste servi à voir que Kevin Owens, ouais, il peut cacher avec tout le monde, et en fait, en plus, ça a été un moyen pour Steve Austin de dire, tiens, oui, allez, lui, ce gars-là, c'est mon bro. Ouais, aussi, ouais. Ce gars-là, je l'assume, il est super bien, voilà. Donc, j'accepte de faire un match contre lui, parce que Steve Austin, c'est pas Undertaker, c'est pas Goldberg, c'est lui. Si c'est fini. Il a dit c'est fini, j'ai fini. Voilà, il sait qu'il est plus en état, voilà. Et pourtant, il a réussi, et il s'est sorti les doigts du cul, mine de rien, pour faire un match contre... Il a dit il s'est remis en forme, voilà. Et ça a été compliqué. Hein. Pour faire un match contre Owens. Et contrairement à un Goldberg qui pète le Finn avec un Spear, le point faible du Finn. Le point faible du Finn. Il s'est battu, tu vois. Et le problème des légendes, c'est que maintenant, quand tu fais revenir des légendes, c'est des légendes, elles sont fortes. Donc elles défoncent, mais elles sont fortes. Voilà, elles défoncent les catcheurs d'aujourd'hui parce que c'était mieux avant. Moi je te dis, ils vont ramener Ric Flair pour battre Roman Reigns. Oh putain, Ric Flair, faut voir son dernier match. Hein. Non, c'est bon. Ric Flair, il cache contre Roman Reigns pendant 2... Ric Flair, il finit son entrée, il est mort. Ouais, parce que je te rappelle que la rampe, elle est longue. Il est mort de vieillesse à la fin de l'entrée de Roman Reigns. L'entrée en dé... C'est ça le... C'est vrai que le temps qu'il descende de la rampe et tout, il a eu le temps de bien se reposer. Ouais. Non, mais voilà. Donc voilà. Et c'est pareil pour les légendes féminines. Mais vu que c'est des femmes, elles défoncent pas les catcheuses, mais elles luttent contre elles. Et elles gagnent à la fin quand même. Et surtout, mais qu'est-ce qu'elle vient de foutre là? Lita, faut pas oublier que Lita, elle va revenir à un moment, hein. Mais bien sûr. Mais elle va revenir dans un match par équipe. Oui, Trish Stratus, Zoe Stark contre Becky Lynch, Lita. C'est une évidence. Et donc, dans tous les cas, t'as une légende qui va être gagnante. Oui. Donc bon. Mais si c'est pas pour débouler sur le face turn de Zoe Stark, ça n'aura servi à rien. C'est ça. Donc bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour du SUM. Ouais, je pense. De la division féminine. Faut quand même relativiser. Dans le sens où la division féminine aujourd'hui, c'est plus la division des divas. Il y a plus de... C'est que ça reste... voilà. C'est devenu du catch, faut pas... En fait, il y a plus de matchs dans la boue, il y a plus vraiment de... Enfin, pour celles qui veulent,
de catcheuses en petite tenue, etc. Donc dans tout ça il y a des progrès. Par contre, il y a toujours Lyra Valkyria et ça. Oui, alors il y a ça. On pouvait pas ne pas parler de la division féminine et que je ne parle pas de Lyra Valkyria, c'est pas possible. C'est qu'à un moment j'y ai pensé, je vais pas aborder le sujet. Non mais on vous en reparlera parce que vous avez pas entendu. Ouais, juste si vous voulez entendre cet épisode, il est disponible sur YouTube où on parle de NXT Battleground. Il est pas disponible. Si. Sur YouTube. Ah, sur YouTube, oui, sur YouTube, il est disponible. Mais en fait, voilà, par contre, qu'est-ce qui n'a pas changé par rapport à la division des divas? C'est, on met tout le temps les mêmes femmes en avant. Alors, bien sûr, relativisé avec les femmes qu'il y avait à l'époque, hein. Lita, Trish Stratus, Shayna, quand elle était là, etc. Et c'est surtout que, au final, toi, les tu femmes... ne te rappelles même pas les noms. Non, mais, Kelly, Tori Wilson, Michelle McCool, même Stephanie McMahon. Leila. Mais plein, mais je vais pas toutes les dire, putain. Non, mais je donne un exemple, c'est pas pour mec, t'as les 3 heures dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais donc voilà, tu vois, il y avait aussi des niveaux intermédiaires qui étaient pas ouf. Beth Phoenix. Alors, je parle de niveau intermédiaire, pas ouf, mais je parle de Beth Phoenix. Non, mais je te sors Beth Phoenix pour te montrer une des tops, voilà. Oui. Une des vraiment top. Mais, avant comme aujourd'hui, on donne encore très peu de temps de match au final. Petit erratum quand même, Michelle McCool et Leila étaient très fortes. Oui. Mais voilà, 3-4 minutes de match pour des femmes. Dans les shows hebdomadaires, on tombe parfois sur de 2 minutes de match. Et en fait, les femmes ont l'opportunité, quand c'est pas Rhea Ripley et Natalia, c'est que lors des pay-per-view que les femmes ont l'opportunité de faire des matchs de plus de 10 minutes, de plus de 15-20 minutes, en vrai même. Et dans les shows hebdomadaires, on laisse toujours plus de place aux garçons, ce qui est normal parce qu'ils sont plus nombreux en soi. Mais le peu de matchs féminins qu'il y a, ils font 2 minutes. Comment veux-tu raconter une histoire qui dure? Normalement qui dure, tu peux raconter une histoire de 2 minutes. C'est dur, mais tu peux. Oui, tu peux. Mais tu ne peux pas faire chaque semaine un match de 2 minutes pour raconter une histoire. Non. Il faut que ça se développe. Une histoire, ça doit prendre le temps de s'installer, et ça s'installe pas en 2 minutes. Il faut des promos aussi. Ça s'installe pas en 8 minutes sur 4 semaines, tu vois, c'est pas possible. Et il faut des promos. Donc voilà, la révolution féminine pour moi a pas encore été tout à fait faite. La nouvelle révolution féminine. Voilà, il en faut une nouvelle. Parce que on est sorti de l'époque des divas. On arrive à une époque on est dans une époque de superstars. On était dans l'époque des Four Horsewomen. Voilà. Dans une époque de catcheuses où vraiment les femmes ont pu se dire, on est des catcheuses, on sait catcher et on le prouve. Et là, en fait, on est dans un entre-deux et il faut qu'on passe le step supérieur. Et peut-être que cet entre-deux, tu vois, quand se fera et sera vraiment visible, visuellement parlant, on va dire, quand en fait, ils vont décider de faire des ceintures féminines qui ne ressemblent pas aux ceintures masculines. Tout simplement. Qu'on puisse vraiment se différencier. Exactement. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou c'est bon? Non, je m'accorde de nez à dire à Valkyria, c'est bon. Mon amour à Roman Reigns, c'est bon. Ouais. Carmelo Hayes, la petite rêve Carmelo Hayes, c'est bon. J'ai pas parlé d'Alexa Bliss, mais c'est vrai qu'Alexa Bliss, ouais. Mais on peut pas parler de tout le monde. Non, mais c'était pas la peine. Là, dans le sujet là, c'était pas la peine. Voilà, on peut pas parler de tout le monde. J'ai mon cahier des charges, je crois que j'ai tout noté. Parfait. Si, juste peut-être pour appuyer une dernière fois notre point, Alexa Bliss a été une des plus grandes championnes. Et à partir du moment où les 4 ou les 4 Horsewomen ont commencé à s'installer, Alexa Bliss n'a plus jamais touché le titre. C'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est juste le petit détail en plus. Beaucoup d'amour pour Alexa Bliss et on espère qu'elle... Parce qu'elle est aussi forte en catch qu'en promo. Voilà. Oui. On espère qu'elle reviendra vite. Son époque goddess était exceptionnelle. D'ailleurs, Roman Reigns disait, non, il n'a pas parlé d'Alexa Bliss en particulier, mais dans l'interview qu'il a donnée à... Comment il s'appelle ce connard? Logan Paul. Aïe, tendinite. Pardon. Aïe, Logan Paul. Non, mais voilà, tu vois, le cahier des charges, je parle toujours d'autre chose. Il a dit qu'en fait, tu reconnais le niveau de promo d'une superstar au moment où elle arrive à battre les watts du public. Ouais. Ce qu'Alexa Bliss avait fait de manière magnifique en disant si vous trouvez si vous trouvez qu'Alexa Bliss est la meilleure, dites what, et tout le public a fait what bêtement parce qu'ils avaient pas écouté. Bien sûr. Et du coup, en fait, le public a dit elle nous a eu, elle était en train de qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Voilà. Putain, j'espère qu'il reviendra vite. Ouais, j'espère aussi. Et qu'elle ira mieux parce que je crois qu'elle était malade, tu m'avais dit ou un truc comme ça. Alors, j'avais dit que je regarderais si elle avait eu un cancer de la peau et je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave, mais bon, beaucoup d'amour pour Alexa Bliss et beaucoup d'espoir pour le développement de la division féminine avec Triple H qui pourra reprendre le total contrôle de la WWE, on l'espère. On vous remercie de nous avoir suivis, on espère que cet épisode vous a plu.
N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, répondre au sondage que je mets sur Spotify. Je sais pas si ça marche, j'espère que ça marche. Attends, tu t'annonces des trucs comme ça. Ah oui, non, mais j'essaye tout. Eh ben, à mon tour alors. Et on se quitte sur le générique. Non, je rigole, on n'a pas de générique. Eh ben, générique, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à la prochaine pour un prochain Aver Show. Tu me bloques. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Il nous a fait une John Cena. Ouais, mais t'as dit Aver Show. Ah ben, du coup, tu me bloques. Alors, à la prochaine pour un prochain Arven Show. Et n'oubliez pas, continuez à regarder du catch. Bye. A plus tout le monde. Oh la terreur de cette fin d'épisode.